Donc on revient à un sujet de recherche et sur le sujet de l'orthopédie pédiatrique, je vais donc vous présenter un modèle expérimental de la maladie amniotique. Donc la maladie amniotique est une maladie heureusement rare, elle touche un enfant qui naît sur 15 000, mais si on étudie tous les produits d'avortement, on est aux alentours de 1 sur 1000. Donc, si vous voulez, cette maladie est un peu énigmatique parce qu'elle associe un très grand nombre de malformations, dont 2 sont caractéristiques, la bride amniotique et le sillon congénital. Alors, on peut avoir des amputations, elles peuvent être massives, ça peut être l'ensemble du membre, une jambe en entier ou simplement au niveau distal des doigts. On a des syndactylies qui sont tout à fait particulières parce qu'elles sont distales, c'est des acrosyndactylies. Et comme on peut le voir sur la diapo du haut, on a un petit pertuis, et ce petit pertuis, en fin de compte, c'est la commissure. Et on peut tout à fait passer un stylet par ce pertuis, il va traverser l'ensemble de la main. On peut penser qu'il n'y a que 2 doigts sur cette main. En fin de compte, on arrive à trouver les doigts au sein de l'ensemble de cet agglomérat, et ce sont des doigts de très bonne qualité parce que toutes les structures anatomiques profondes sont normales. On a des pieds beaux volontiers sévères avec ici des amputations distales. On a des ulcérations du cuir chevelu avec ici une toute petite, pardon, il faut que je revienne en arrière, une bride amniotique qui est épidermisée et qui, elle, est caractéristique de l'affection, comme les sillons congénitaux. Alors, ce qu'on appelle sillon congénital, c'est cette striction très importante, très profonde, et tout à fait circulaire, parfaitement circulaire. On le rencontre au niveau des doigts, on peut le rencontrer très proximal, ça dépend de la date à laquelle le phénomène s'est produit. Ces sillons congénitaux peuvent se compliquer, on peut avoir un lymphœdème important, comme on en avait un tout à l'heure au niveau d'un doigt. Ici, c'est toute la partie distale du membre. Ça peut entraîner une pseudarthrose, ça peut entraîner une complication vasculaire. Donc on a des complications qui sont nettes. La bride amniotique, on en parle beaucoup, on en voit peu, mais voici une bride amniotique qui est parfaitement épidermisée. Voici une autre qui part de l'échancrure du premier espace interdigital et qui se perd, qui est libre dans le liquide amniotique par ailleurs. Voilà une autre bride amniotique qui, elle, n'est pas épidermisée, et qui va d'une amputation du pouce à un sillon congénital. Quand on analyse les annexes de ces embryons et de ces fœtus, on note qu'il y a des ruptures au niveau de l'amnios, qui peuvent être un simple trou dans l'amnios ou une rupture complète. Alors ça a intrigué beaucoup de personnes, beaucoup de cliniciens, qui ont proposé beaucoup de théories pathogéniques. La première, c'est celle de la bride amniotique, c'est assez naturel comme proposition. Il y a une bride, c'est typique de l'affection, on pense que ça fait le tour du membre et que ça le strangule et que ça finit par par entraîner une amputation. Ça n'a jamais été prouvé ni démontré. La rupture de l'amnios, puisque là aussi c'est quelque chose d'assez caractéristique de la maladie, on pense que le fœtus met ses doigts dans les trous de l'amnios qui finissent par faire la même chose, une striction et une amputation. La théorie de Streeter, qui est une théorie dysplasique, c'est-à-dire qu'il y aurait une anomalie au niveau de la cellule mésenchymateuse, est très utilisée dans le monde anglo-saxon, c'est pour ça que je la cite, mais elle ne repose sur rien. Le plus proche de ce que l'on a trouvé est ce que Ombredan disait, c'est-à-dire une maladie ulcéreuse, parce que son sens clinique avait montré qu'il y avait des ulcérations du cuir chevelu, mais qu'il y avait également peut-être une fusion au niveau des doigts, par le fait qu'il y ait eu, comme pour un brûlé, une zone qui était dépourvue de couverture épidermique. Il y a eu quelques modèles expérimentaux. Le premier, c'est d'injecter des substances vasoconstrictives à l'animal gestant. On peut obtenir à ce moment-là des nécroses de membres, mais on n'a que des amputations, on n'a pas les autres signes. Il y a un modèle qui est intéressant et sur lequel on reviendra après, qui est la fonction amniotique chez le rat. Le rat a un liquide amniotique qui est sous tension, et le fait de le ponctionner entraîne un barotraumatisme qui va provoquer des lésions en elles-mêmes. Alors on a eu, un peu par hasard, on vous expliquera tout à l'heure peut-être, si on a le temps, d'où vient ce hasard, de trouver un modèle expérimental de la maladie amniotique. C'est chez le lapin que l'expérimentation a été faite.
il faut beaucoup de lapins, il faut beaucoup d'embryons pour arriver à avoir quelques-uns qui sont mal formés. Donc il y a eu 217 lapines gestantes qui ont été utilisées, plus de 1000 embryons. Et ces embryons de lapins ont été traités entre le 12e et le 18e jour de la gestation par une laparotomie médiane. On extériorise les 2 cornes utérines et on injecte du glucose à 50%, donc très hypertonique, mais une toute petite quantité. Et on fait une césarienne le jour précédant le terme de la grossesse pour pouvoir récupérer les fœtus parce que l'animal a l'habitude de les manger quand ils sont anormaux. Donc on trouve ces anomalies qui se reproduisent de façon quand même très fidèle cette maladie. Voici les amputations au niveau d'un membre, amputation distale au niveau des doigts, amputation de l'ongle du lapin sur un doigt, sur 2 ou 3 orteils sur cet autre membre. On a des sillons congénitaux, des syndactylies. On a ces syndactylies un petit peu particulières qui sont en acrosyndactylie. On a des pyélots. On a des ulcérations du cuir chevelu qui sont volontiers étendues, ça dépend de la dose utilisée. Mais la destruction de tout le scalp peut se faire avec un cerveau qui reste en place, ou plus souvent, et c'est ce qu'on rencontre en clinique humaine, c'est-à-dire une exencéphalie avec l'encéphale qui colle au placenta et qui en général se termine, enfin pratiquement toujours, par une interruption de grossesse spontanée. C'est le seul modèle expérimental qui reproduit la bride amniotique, puisqu'ici on a 2 amputations de membres avec une jonction qui se fait de l'un à l'autre par une bride amniotique, ici entre la queue et le membre amputé, de même qu'ici entre 2 membres amputés. On a des fentes labiopalatines, comme on les rencontre dans la clinique humaine, c'est-à-dire des fentes palatines tout à fait particulières, parce qu'elles sont fermées derrière. Or, c'est toujours ouvert derrière dans la clinique humaine, et c'est ouvert devant, parce qu'il y a une destruction qui s'est faite sur le bourgeon lui-même, sur le bourgeon médian du lapin. Alors, ces fentes labiopalatines atypiques sont rencontrées régulièrement dans la maladie amniotique, et que dans la maladie amniotique. Donc là aussi, on est arrivé à reproduire. Ici, on a une destruction de la mandibule, donc un Pierre Robin, avec un hématome qui reste en place, ce qui nous a interpellés sur que se passe-t-il après l'injection de glucose. Eh bien, on est intervenu après la laparotomie 1 heure plus tard, et on voit qu'il y a des suffusions hémorragiques là, au niveau de la temporale, au niveau de la région périorbitaire, au niveau du retour veineux de la palette. Vous savez que la vascularisation de la palette, c'est une artère centrale du membre, et le retour veineux se fait en périphérie. Ce que vous voyez ici, qui est en suffusion hémorragique, correspond en fait à l'arcade veineuse qu'on a au niveau du dos de la main, et que les anesthésistes aiment beaucoup pour mettre leur perfusion. 24 heures après, la suffusion hémorragique est organisée et on a des hématomes qui s'accompagnent souvent de zones qui sont détruites, donc des amputations. L'étude des annexes est parfois un peu difficile, mais on a pu montrer qu'il y avait des ruptures d'annexes, comme ici. Donc l'amnios, qui en fin de compte est simplement une membrane faite d'une cellule épiblastique, d'une cellule mésenchymateuse, elle est rompue en 2 endroits multiples. Et quand on analyse ce qui se passe au niveau de l'embryon, on s'aperçoit que les cellules superficielles sont l'objet d'un choc osmotique, c'est-à-dire qu'il y a un noyau qui est très gonflé, un cytoplasme qui a éclaté et qui explique que cette cellule a été détruite simplement par un choc osmotique. L'étude du placenta montre également qu'on a des zones détruites et puis des hématomes. On a pu faire une artériographie c'est tout petit, ça fait moins d'un millimètre, par de l'encre de Chine, et là on s'aperçoit qu'en fait, les vaisseaux, il y a une suffusion hémorragique à la base de la membrane interdigitale. Vous savez que les doigts se séparent par une mort cellulaire qui est programmée. Or, celle-ci ne peut pas se faire parce que la zone ici est une zone qui est abîmée et qui fait que la résorption ne va se faire qu'en proximale et pas en distale, ce qui fait qu'on a une explication qui est tout à fait satisfaisante pour l'acrosyndactylie. Au total, si vous voulez, je vous rappelle que la gestation du lapin, ça dure 1 mois. Donc, au 14e jour, quand on injecte
Ça va dépendre de la dose. Si la dose est élevée, on va finir par détruire tout ce qui dépasse et on obtient un tronc simple. Ici, on a les membres supérieurs qui ont été amputés et vous avez les membres inférieurs qui sont tout à fait normaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage de 2 jours entre le membre supérieur et le membre inférieur, c'est-à-dire qu'on a tapé juste au moment où le membre inférieur n'avait pas commencé à se former. Les sillons congénitaux s'expliquent par le fait que les cellules qui sont détruites sont les cellules les plus distales. Or, quand on met des marqueurs sur les cellules les plus distales, on s'aperçoit que la croissance se fait au travers d'elles. Donc ces cellules qui sont distales et qui sont marquées redeviennent de plus en plus proximales avec la croissance de l'ébauche du membre et que ceci donne un cercle bien visible et que c'est parfaitement circulaire à cet endroit. Les fentes labiopalatines, c'est une destruction du bourgeon médian au niveau de la formation de la face. L'exancéphalie, c'est une destruction du scalp et de la région immédiatement en dessous. En d'autres termes, avec le glucose, on détruit toutes les zones dont la surface est élevée par rapport à l'épaisseur qui est en dessous. Donc on finit par, si on utilise des doses très importantes, à obtenir plus qu'un tronc et une face elle-même qui a disparu. Quand on intervient 2 jours plus tard, on a à ce moment-là une amputation qui est beaucoup plus distale. On a des sillons et des brides. La bride, en fin de compte, est l'organisation de l'hématome avec un début de cicatrisation. Donc la bride est un phénomène secondaire, il n'est la cause de rien, il n'est juste la conséquence de la destruction superficielle et de la formation des hématomes. Le pied-beau est expliqué par le fait que les cellules mésenchymateuses se multiplient au contact des cellules épiblastiques, c'est-à-dire en superficie. La multiplication cellulaire et la croissance se fait en superficie, pas en profondeur, ce qui fait que quand on a une agression au niveau de l'arrière-pied en superficie, on finit par avoir des ébauches mésenchymateuses profondes qui sont réduites. Et comme l'arrière-pied est formé un tout petit peu en retard par rapport à l'avant-pied, ce retard conduit à la possibilité de constitution d'un pied-beau. Les syndactylies, on a vu tout à l'heure ce qu'il en était, et quand on injecte à partir de 18 jours, on n'a plus aucun effet tératogène. Pourquoi? Parce que la peau est kératinisée, donc elle n'absorbe plus. Les 3 premiers mois de la gestation pour l'homme correspondent à une période où l'embryon est en train d'échanger avec le liquide amniotique en permanence, comme si c'était un milieu intérieur. Mais à partir du moment où on atteint le 4e mois, on a une kératinisation de la superficie et il n'y a plus aucune communication. Donc le glucose n'a plus aucun effet d'absorption et on n'a à ce moment-là plus aucun effet tératogène. Et il n'y a jamais d'amputation en clinique humaine au niveau des oreilles ni au niveau des tubercules sexuels. Pourquoi? Parce que ceux-ci se forment après le 4e mois et que l'explication de cette non-atteinte qui n'a jamais été observée en clinique humaine est expliquée par ce seul phénomène temporel. On a essayé d'autres produits que le déglucose. Donc ici, c'est le nombre de fœtus qui ont été injectés. Vous voyez qu'en fin de compte, pour en avoir un anormal, il faut en injecter 10. On a essayé avec du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium marche comme le glucose, mais il est beaucoup plus tératogène. Donc en fait, on a beaucoup plus d'embryons résorbés, d'avortements, et donc on a préféré garder le glucose parce que ça permet d'avoir plus d'embryons mal formés. Au lieu d'utiliser du D-glucose, on a essayé le L-glucose qui n'est pas métabolisé. Et si c'est du L-glucose qui n'est pas métabolisé, on n'a pas de fœtus anormaux. Donc il faut qu'il y ait, pour faire ce choc osmotique, une quantité importante de glucose dans le liquide, mais il faut qu'il soit absorbé. S'il n'est pas absorbé, on n'obtient pas le choc osmotique. On a essayé d'ajouter de l'insuline, c'est un effet protecteur. On a donc pu démontrer ainsi que les injections intra-annexielles de glucose réalisent un bon modèle expérimental de la maladie amniotique, que la destruction superficielle des cellules du fœtus et de ses annexes suffit à expliquer toutes les anomalies de la maladie. Le glucose n'est qu'un modèle expérimental. Il est possible d'obtenir les mêmes lésions avec d'autres produits qui détruisent les cellules superficielles. Et chez l'homme, on a essayé de trouver quel pouvait être l'élément en cause et on n'en a pas trouvé. On peut proposer un problème infectieux, un champignon, une bactérie qui n'est pas trop agressive, ou alors le fait que la gestation est extramembraneuse,
C'est-à-dire que l'amnios est quand même là pour protéger l'embryon. Si elle n'est pas là, peut-être que des substances qui sont dans le liquide amniotique extracellulaire peuvent être agressives pour la cellule embryonnaire superficielle. Donc on recommande de faire une ponction amniotique si, à l'échographie, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies qui rentrent dans le cadre d'un tableau clinique de maladie amniotique. Cependant, l'échographie qui est morphologique est faite à 20 et quelques semaines, donc malheureusement trop tard, et qu'en général, l'élément que l'on recherchait n'a pas été trouvé dans ces ponctions qui ont été réalisées. Donc, si vous voulez, ce travail expérimental de morphologie expérimentale permet de proposer comme explication de toutes les anomalies de la maladie amniotique une destruction superficielle de l'embryon, puis du fœtus et de ses annexes, avant la kératinisation de la peau, c'est-à-dire chez l'homme avant le 4e mois de gestation. Il reste encore un mystère sur la nature de l'agent destructeur en clinique humaine. Merci. Merci Jean-Michel, et je veux te remercier et féliciter pour ce travail expérimental original concernant cette maladie énigmatique, comme tu l'as caractérisée. Ça nous reporte, tu ne l'as pas dit, mais au tournant des années 70-80, lorsque tu as conduit ces travaux, et qui s'inscrivait dans la période naissante de l'orthopédie pédiatrique, celle où j'ai le plaisir de te connaître. La génétique, tu l'as dit, n'explique pas l'étrange association de ces malformations assez diverses. Et parmi les nombreuses hypothèses pathogéniques que tu as citées, les plus courantes à l'époque étaient de type mécaniste, c'est-à-dire par un mécanisme de strangulation, soit sous l'effet d'une bride, responsable de sillon ou d'amputation, soit par des trous dans l'amnios, qui eux aussi avaient un rôle de strangulation du membre. Mais comme tu l'as dit, toutes ces hypothèses ne supportent pas la validation scientifique sérieuse. Il a fallu trouver un autre modèle. Parmi ces modèles expérimentaux, que tu as parfaitement détaillés, il en existe deux essentiellement, si j'ai bien compris. L'injection de substances vasoconstrictives et la ponction amniotique chez le rat. Alors l'injection à un animal gestant par voie systémique, ai-je compris, ne donne que le tableau d'amputation. La ponction amniotique précoce va un peu plus loin. Elle donne à peu près toutes les lésions que tu as décrites, sauf la bride. Et enfin, le modèle expérimental que tu as présenté, c'est-à-dire l'injection intra-annexielle de D-glucose à 14 ou 16 semaines, est celui qui reproduit toutes les lésions qui définissent ce syndrome. Alors, tout ça est parfaitement clair, mais si tu le permets, j'ai quand même 3 questions à te poser. La première, je n'ai pas bien compris la différence subtile, au point de vue pathogénique, entre amputation et sillon. Est-ce que tu pourrais développer pourquoi il y a une atteinte périphérique avec un sillon aussi profond et circulaire? C'est ma première question. La deuxième, tu l'as dit, mais un peu vite en conclusion, c'est un modèle expérimental. Est-ce qu'il est transposable et avec quelles hypothèses en clinique humaine? Tu disais que la maladie amniotique ne survient pas chez les mères diabétiques, ni lors du diabète gestationnel, donc quid du glucose. Quant à l'hypothèse d'un agent infectieux ou physico-chimique, tu allais un peu vite, est-ce que tu pourras donc revenir un peu sur ce point? Et ma troisième remarque, d'ailleurs tu m'as tendu la perche, tu dis avoir découvert ce modèle expérimental par hasard. Je crois que c'est Pasteur qui disait que le hasard ne survenait que sur les esprits bien préparés. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce contexte des années 70-80 et pourquoi tu t'es intéressé à ça? Est-ce que c'était par atavisme? Tu avais un brillant père embryologiste? Ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Et en tout cas, est-ce qu'on a passé un cap avec tes travaux et est-ce qu'on est allé plus loin aujourd'hui en 2016, bientôt 17? Je vais répondre en sens inverse, peut-être en commençant par la troisième question. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le hasard, non, il y a une logique tout à fait importante, c'est que
Le patron de chirurgie infantile de Strasbourg était une personne qui recrutait énormément de fentes labiopalatines et qui donc, si vous voulez, s'est intéressé expérimentalement aux fentes labiopalatines. Et ayant vu une fente labiopalatine se constituer après un accident de la circulation au 2e, 3e mois de la gestation chez une personne, se demandait si les corticoïdes n'allaient pas provoquer ce type d'anomalie. Donc on a injecté à la lapine gestante des corticoïdes et on a obtenu énormément de fentes labiopalatines. On a essayé de protéger par une injection intra-annexielle de glucose l'effet tératogène des glucocorticoïdes sur la production de ces fentes labiopalatines, et c'est là qu'on a découvert d'autres anomalies. Donc le hasard, finalement, est dans une suite logique d'expérimentation au niveau du service de chirurgie infantile de Strasbourg. Et c'est là que on m'a confié le travail sur les injections annexielles de glucose. Donc la première question sur les sillons. Le sillon, pourquoi est-il circulaire? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que si on marque distalement l'ébauche du membre, la croissance se fait au travers et les cellules distales deviennent plus proximales et circulaires. Alors pourquoi est-il aussi profond? C'est parce qu'en fait toutes les multiplications cellulaires se font en superficie et que donc à partir du moment où la cellule épiblastique a été détruite, elle n'induit plus la multiplication des cellules mésenchymateuses qui sont en dessous et donc la croissance en épaisseur ne se fait plus. Donc on retrouve un sillon congénital qui est circulaire parce que la dynamique de la croissance le veut, mais qui est très profond parce qu'il y a eu destruction de la cellule épiblastique qui devait être juste à cet endroit-là et qui devait induire l'épaisseur du membre. Pour ce qui est de la fonction chez l'homme, est-ce qu'on arrivera un jour à trouver, je pense, et je l'espère, mais à ce moment-là, il faudrait faire des échographies plus précoces, parce qu'en fin de compte, le phénomène est beaucoup plus précoce, et que pour le moment, cette situation ne s'est jamais encore rencontrée. Il y a eu d'autres travaux qui ont suivi les tiens? Non, il n'y a pas eu de personnes qui ont voulu faire un travail sur la maladie amniotique, parce qu'il y a quand même beaucoup de maladies orphelines, et que si vous avez bien suivi la façon dont la recherche s'est faite en France, à partir d'une certaine date, si vous n'étiez pas sur un sujet de génétique ou de biologie moléculaire, c'était très difficile d'avoir un financement de sa recherche. Merci beaucoup. On passe à la suite. Il y a peut-être des questions dans la salle. Oui, dans la salle, oui. Juste en complément à ce que vous avez dit, moi j'étais en 71 interne dans ce service de chirurgie infantile à Strasbourg. Et l'origine de ces recherches, c'était parce que on a eu des enfants qui avaient des becs de lièvre dont les parents, dont la mère a été traitée par cortisone 6e, 8e semaine. Donc là, on est arrivé sur cette piste. Tout à fait. Je confirme tout à fait. D'autres questions? Sinon, on passe au dernier sujet. Tu as montré... Oui, pardon. Oui. Tu as montré clairement que c'est donc une affection acquise. Oui, elle n'est pas génétique. C'est une chose importante car il en est de même dans la plupart des malformations vertébrales, comme tu le sais, et c'est une agression qui a été prouvée il y a déjà longtemps sur des rats de gravite extrêmement précoces, avant le 15e jour, qui amène toujours la même malformation vertébrale. Donc ma question est simple. Est-ce que vous avez demandé à ces mamans, sans les culpabiliser, etc., est-ce que vous avez retrouvé quelque chose au cours de la gestation qui correspondrait à peu près à ce que tu as démontré chez le lapin, en transférant le lapin ce que tu as vu sur le lapin à la gestation humaine, pour que ça soit quelque chose d'une agression extrême? Ce qui est retrouvé régulièrement en clinique humaine, c'est des pertes de liquide amniotique et des hémorragies du premier trimestre. Voilà, mais de manière... Ça, c'est retrouvé régulièrement. Mais de manière plus précise, à quel moment? On a souvent du mal à reconstituer. Ben voilà, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, car toutes ces malformations dites congénitales, elles sont acquises dans une grande partie des cas, dans les premiers temps. Et même les femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Oui, c'est le moment le plus... Et c'est le moment le plus grave. Elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Voilà, et c'est le moment le plus grave. J'ai
introduit juste un petit commentaire en complément de ce que vient de dire Jean-Luc Doucet à propos de la datation, etc. Avec l'embryologie, ce que vous avez montré sur votre modèle, il y a des arguments de datation pour l'embryologie humaine. L'absence de membres supérieurs, qui vous trouvez très frappante pour votre observation. Pour l'embryologie humaine, elle est au stade 12 de la classification anatomique Carnegie, qu'on peut situer vers le 28e jour. Il y a des éléments de piste comme ça de chronologie qui ciblent effectivement quelque chose de très précoce. Bien sûr.